commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier séminaire 2024. Merci à Valentin de se prêter au jeu. Je donne quelques mots pour le présenter, on le connaît ici, mais voilà, comme c'est filmé et tout ça, pour les gens qui peut-être sont à l'extérieur et ne connaissent pas Valentin, quelques mots de présentation. Donc, comme je disais, nous on le connaît bien ici, puisqu'il a fait sa thèse entre 2014 et 2017 ici, sur un sujet très orienté métabarcoding, diatomée, avec une entrée et une sortie bioindication et aussi d'améliorer un aspect quantitatif autour de cette technique. Après, il a enchaîné 2-3 postdocs, on va dire, entre 2017 et 2020, où là, il a fait de l'optimisation de ses méthodes de biologie moléculaire, toujours axé sur le métabarcoding, mais à plus large échelle, avec une sortie très opérationnelle. Et puis depuis 2020, il est donc chef de projet scientifique sur la thématique ADNE dans le bureau d'études CIMA-Bio Interface, et avec une vocation à travailler en termes d'appui à la recherche et à la gestion. N'hésite pas à compléter ce qui manque. Je te laisse la parole. Je te remercie. Merci Stéphane du coup pour l'introduction. C'est sûr que la plupart des gens du labo me connaissent avec l'entrée diatomée, inventaire diversité en métabarcoding, et là je vous présente un projet sur l'écrevis. Alors je ne suis pas devenu écologue ou spécialiste de la bestiole, hein. Ça ne s'est pas déclenché du jour au lendemain. Mais vous allez voir que du coup je voulais vous présenter ce projet pour montrer le type de mission par exemple qu'on me demande, ou de projet qui est porté maintenant que je suis passé du côté obscur chez un privé. Donc c'est pas mal aussi de présenter ce genre d'action couplée. Donc là l'idée c'est vraiment de travailler sur le contexte de la conservation et de la préservation de l'écrevisse à pattes blanches en rivière. Et je vais vous présenter vraiment un projet avec l'Université de Poitiers et l'OFB. Donc vous verrez le détail des partenaires plus loin. Donc juste déjà pour mettre un peu de contexte, pourquoi l'écrevisse à pattes blanches? Parce que c'est une espèce patrimoniale emblématique des rivières en métropole, en France et en Europe. Là vous avez la carte de distribution mise à jour 2023 de où est-ce qu'on la retrouve et dans quel département. Par contre, il ne faut pas se fier à la couleur verte, c'est que si on la travaille, c'est qu'il se passe des choses. Alors, je remets un peu de contexte sur son écologie, son cycle de vie. Vous voyez qu'au cours d'une année, il peut y avoir des chevauchements de plusieurs étapes dans le cycle de vie de l'espèce, de la reproduction, les mues, les juvéniles avec les adultes. Donc elle a une écologie qui est assez complexe à étudier et à travailler. Alors quand on fait de l'ADNE, c'est ce genre d'informations qui nous intéresse pour savoir quand caler nos dates de prélèvement, par exemple. Par contre, on l'étudie parce que les populations sont en fort déclin. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la conservation et la gestion de ces espèces sur les milieux aquatiques. Alors elles sont en déclin parce qu'elles sont sensibles à l'altération du milieu déjà, donc les pertes d'habitat, la dégradation de la qualité des eaux. Mais surtout, c'est que déjà elles perdent aussi en combat de pince direct avec toutes les espèces invasives, donc elles se font battre déjà sur ces aspects-là en compétition. Et en plus, les espèces invasives sont connues pour être porteuses saines d'un champignon, d'un oomycète, qui est responsable de la peste de l'écrevisse. Et l'écrevisse à pattes blanches est vulnérable à cette maladie et ça finit en fait de faire chuter les populations. Donc là, vous avez un petit tableau qui résume un peu les différentes espèces d'écrevisses qu'on peut retrouver en métropole, en France, avec leur sensibilité par rapport à la peste de l'écrevisse, si elles sont porteuses saines ou sensibles, ça va les flinguer. Alors en général, quand on parle de l'écrevisse à pattes blanches, on parle de la peste, et voilà le top 3 des invasives, des espèces invasives exotiques envahissantes, qu'on retrouve en France, qui se propagent et qui font décliner les populations de pattes blanches. Donc la Pachyphastapus musculus, Procambarus clarki et puis Phactionus limosus, anciennement Orconectes limosus. Je vous les présente parce qu'on travaille sur l'écrevisse à pattes blanches, mais quand on travaille sur une espèce cible avec un enjeu de conservation, on ne peut pas forcément s'affranchir d'étudier les autres espèces qui affectent leur distribution. Alors, c'est une espèce à enjeu de conservation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait l'objet de mesures réglementaires, à la fois sur les habitats, la pêche et le transport des individus. Ça veut dire que pour des structures de gestion sur des cours d'eau, sur des bassins versants, elles doivent mettre en place des programmes de conservation. Donc il y a des actions qui existent déjà en routine. Et ces programmes nécessitent pour fonctionner d'avoir des données importantes de la distribution de l'espèce pour savoir comment se portent les populations, est-ce qu'elles déclinent, est-ce qu'elles se maintiennent, est-ce qu'elles se propagent spatialement sur un secteur. Il y a besoin de déployer des méthodes de suivi les moins invasives possibles parce qu'on risque d'introduire la peste, on risque d'abîmer les individus. Donc nous,
en intervenant d'abîmer les populations. Et après, il y a besoin d'étudier les autres espèces alloctones, envahissantes, qui peuvent, si on sait qu'elles arrivent sur un territoire donné, on anticipe déjà des actions peut-être pour essayer de protéger les dernières populations de pattes blanches. Alors, comme souvent, sur ce genre de groupe biologique, les méthodes actuelles sont très chronophages pour étudier les populations. Ça repose beaucoup sur des campagnes de suivi nocturne, plusieurs jours d'affilée, donc plusieurs personnes, donc c'est très lourd à mettre en œuvre, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le déployer facilement à très grande échelle. Et d'une année à une autre, on ne va même pas pouvoir être en capacité de retourner au même endroit d'une année à une autre, parce que déjà on n'arrive pas à faire tout notre bassin versant en gestion, par exemple. Donc c'est un peu délicat. Donc la question de ma présence aujourd'hui, c'est quelle est la pertinence d'approches qui utilisent de l'ADN environnemental pour essayer un peu de guider, pas de remplacer, mais de guider des actions de gestion qui existent déjà pour prioriser peut-être des secteurs d'études. Parce que là, on a une capacité d'études plus importante. Alors je l'aime bien celle-là parce que ça résume très bien ce qui nous arrive. En fait, les approches ADNE au sens général, ça marche bien quand on les prépare et qu'on anticipe les problèmes. Ça ne marche pas tout le temps, ça c'est clair, ça ne marche pas pour tout, ça c'est clair aussi. Mais du coup, la chance favorise ceux qui sont préparés. Donc quand on fait un travail sur ce genre d'espèces, la première chose c'est de se préparer. Et de se préparer, c'est déjà, on va se redéfinir entre différents partenaires, entre acteurs, l'unité de base de travail, qu'est l'ADN environnemental, et se mettre d'accord sur une définition qu'on utilise, il n'en existe pas qu'une. On a tous des sensibilités, quand on travaille sur ces thématiques, de donner une définition. Moi, celle que je vais utiliser, c'est celle qui est la plus pragmatique, la plus simple, c'est tout ADN extrait à partir d'un échantillon environnemental, que ce soit de l'eau, du biofilm, de l'air, du sol. En milieu aquatique, je vais plutôt parler d'unités d'eau et de biofilm. Ça sera ces matrices-là. Et ça correspond à tout type d'ADN qui peut être présent dedans. Donc, si on a des micro-organismes, c'est des individus vivants, micro-organismes qui sont directement dans l'échantillon. Pour le cadre de l'écrevisse, on va plutôt avoir de l'ADN qui est relargué dans le milieu sous forme de tissus, de fesses, qui peut être intracellulaire, extracellulaire, plus ou moins dégradé, donc avec une dynamique très particulière. Mais voilà, moi mon unité de travail, ça va être celle-ci, en ADN. Quand on parle d'ADN environnemental, alors en interne ici, je pense que ça va, les gens sont très sensibilisés, mais il faut garder à l'esprit que quand on discute avec des structures de gestion, d'autres laboratoires de recherche, souvent on oublie qu'il y a différentes technologies en fait. L'ADN environnemental c'est une matrice, et les outils qu'on déploie en laboratoire pour travailler cette matrice sont très différents en fonction des questions qu'on se pose. Donc on connaît surtout les approches qui font de l'inventaire diversité, donc le métabarcoding, où à partir d'un échantillon, là l'exemple c'est un échantillon de biofilm, on extrait l'ADN, on vient amplifier par PCR une région pour un groupe biologique donné, les diatomées, les écrevisses, les poissons. Et après, par séquençage et couplage avec une base de référence, on est capable de transformer ces séquences obtenues, séquencées, en inventaire d'espèces, en inventaire taxonomique. Donc chez les écrevisses, il existe par exemple des amorces spécifiques des décapodes, qu'on appelle MIDECA, qui ont été développés par une équipe au Japon. Mais voilà, c'est très généraliste, donc au sein des décapodes, il y a les écrevisses, mais d'autres espèces qu'on peut co-détecter. On produit des inventaires taxonomiques et on est en quantification relative et pas en quantification absolue, on est en proportion relative d'espèces dans un assemblage complexe. Donc c'est très délicat, quand on travaille avec des signaux ADN libres, d'interpréter quantitativement des fluctuations. Ça nécessite quand même certains regards critiques sur les données. Et puis les gestionnaires, souvent, ils oublient qu'on a des approches qui existent depuis des décennies, qui sont utilisées en routine dans les laboratoires, dans le diagnostic ou le laboratoire de recherche. C'est toutes les approches en suivi spécifique. Alors, PCR quantitative ou plus récemment la digital PCR. Alors, je parlerai de digital droplet PCR par rapport à la technologie qu'on utilise ici. Et là, on a des amorces qui sont spécifiques d'une espèce cible, ce qui permet d'avoir des limites de détection et de quantification beaucoup plus fines qu'on aurait eu en séquençage. Et surtout, un intérêt, c'est qu'on peut avoir une information en quantification absolue. C'est là, l'unité qu'on a, c'est un nombre de copies de gènes de notre cible dans l'environnement. Faire le lien entre cette quantification absolue et une densité de population, par contre, c'est une autre histoire. Ça, c'est délicat. Par contre, la métrique qu'on a, on sait que voilà, dans cet échantillon, à ce moment donné, on avait tant de copies du gène de notre cible. Quand on fait le travail de review sur qu'est-ce qui existe actuellement dans la littérature pour les écrevisses, donc ça c'est un travail qui a été fait par Thomas Baudry,
qui est postdoc à l'Université de Poitiers, donc qui est intégré au projet que je vais vous présenter plus loin. Donc c'est un travail qu'on a mené ensemble de synthèse bibliographique pour faire un peu l'état de l'art. On s'aperçoit, comme la plupart des études ADNE en environnement, que ça démarre depuis une décennie, en gros 2014, ça a démarré, les premières publications. Au fil du temps, on voit que ça augmente. Par contre, par rapport à d'autres groupes biologiques comme poissons, ça a plutôt tendance à stagner ou pas forcément à avoir une grosse dynamique d'évolution méthodologique. Donc les nouveautés sont assez peu fréquentes, en fait, ou en tout cas peu publiées. C'est souvent en fonction des contextes géographiques et thématiques. Alors géographique, la plupart des travaux ont été faits en Europe, donc ça tombe bien, l'ère géographique en France, ça nous concerne quand même pas trop mal. Souvent, l'entrée, c'est espèces invasives, pas forcément espèces patrimoniales avec enjeu de conservation. Donc la patte blanche n'a pas forcément eu autant d'efforts de développement que les autres espèces. Et si on regarde après la distribution par taxon, par espèce, sur l'écrevisse à patte blanche, on a une dizaine de publications à peu près qui existent, mais qui chacune ont fait des développements, de l'optimisation pour la détection de cette espèce dans l'environnement. Si on regarde la distribution des marqueurs génétiques utilisés en routine, soit pour du séquençage, soit pour du suivi spécifique, on est surtout sur des marqueurs mitochondriaux, donc le CO1. Donc 87% des études utilisent cette région-là de travail. Et on voit qu'on est sur des longueurs assez courtes d'amplicons ciblés, parce que comme on est sur de l'ADN libéré, potentiellement dégradé, ou avec un état incertain, on travaille sur des fragments courts. Donc déjà, les études, même si elles datent de 10 ans, ils avaient déjà bien anticipé que la matrice de travail dans l'environnement, ça va être des fragments courts. Alors, pas beaucoup de publications, mais ça ne veut pas dire que le niveau de maturité technologique qui existe n'est pas déjà proche de l'opérationnel. Il y a déjà des belles études, en fait. De mémoire, c'est en République tchèque. Et ici, j'ai oublié le pays d'appartenance. Mais ils ont déjà tenté de déployer à l'échelle géographique large d'un pays des méthodes de détection spécifiques. Alors là, ils avaient 5 espèces co-détectées, 4 écrevisses, la peste. Et ils peuvent déjà projeter des cartographies de distribution sur leur territoire de travail. Donc ça, pour un gestionnaire, typiquement, c'est une information intéressante, parce que sur une carte, on voit la distribution des espèces, est-ce qu'elles disparaissent ou pas. Par contre, pourquoi c'est pas plus déployé en routine? Et comme d'hab, dès qu'on travaille sur de l'ADN environnemental et qu'on regarde un peu comment travaillent les gens, ou en tout cas les chercheurs, parce qu'en général, c'est développé dans des cadres de recherche, chacun fait sa sauce en termes de développement, en termes de protocole, en termes de matériel, de composants. Et là, vous avez la distribution, par exemple, sur la partie échantillonnage filtration, de la composition des filtres utilisés, de leur porosité, et de la solution de préservation qui était utilisée. Et on s'aperçoit que sur les 37 études, il y a quand même déjà 5 types de filtres. On s'aperçoit que les porosités, il y a quand même le 0,45 micron qui est couramment utilisé, qui ressort, mais qu'on peut monter quand même assez haut, et avec des solutions de préservation très variées. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça avait été déjà identifié dans d'autres études, de dire déjà les types de filtres qu'on peut utiliser pour filtrer un échantillon d'eau. Voilà, il y a différents types, différents volumes filtrés, différentes manières de filtrer, qui ont une incidence sur la qualité, la quantité d'ADN qu'on va récolter, et puis du coup l'interprétation qu'on va en faire. Si on rentre un peu dans l'extraction, pareil, juste l'étape d'extraction ADN, il y a déjà 5 kits commerciaux identifiés, sachant que ces 5 kits commerciaux représentent 66% des kits utilisés en routine. Et encore des laboratoires qui utilisent le phénol chloroforme, par exemple. Donc, ou le cétane. Encore une fois, quand on décide d'essayer de développer un outil pour le rendre opérationnel à l'échelle d'un pays, faut composer avec tout ce qui existe pour essayer de trouver un compromis entre toutes ces choses, pour essayer de voir qu'est-ce qui est le plus viable, est-ce que tout marche ou pas. Donc le projet qu'on a construit avec Frédéric Grandjean à l'Université de Poitiers et Nicolas Poulet à l'OFB, il a cette entrée-là de dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été développées en suivi spécifique, en inventaire diversité métabarcoding. Ça a été testé dans plein d'environnements différents, mais avec souvent des requêtes, pas avec l'orientation opérationnelle large échelle. Donc, est-ce qu'on n'avait pas possibilité de construire un projet comme ça? Et là, je viens souligner qu'il y a eu un fort appui scientifique. Alors, pour ceux qui sont ici, vous avez déjà dû croiser Héloïse Duval, qui travaille dans un bureau d'études qui s'appelle FishPass, qui est en partenariat avec SigmaBio. Donc, tous les deux, on a la spécialité ADN. Et en stage de 2e année de BUT, puis actuellement qui est en alternance. Donc, j'aurais aimé qu'elle présente avec moi, mais elle n'est pas présente au labo cette semaine, donc Flavie. Et là, ce que je vais vous présenter derrière, elles ont contribué à beaucoup de choses là-dessus. Donc déjà,
Quand on fait une étude avec entrée ADN environnemental sur une espèce cible, il y a la vision recherche. On veut les protocoles les plus robustes qui existent. Normal. On veut développer ses propres approches parce qu'on a notre question et en plus on a la compétence pour développer. Donc chouette, on passe notre temps à optimiser, à essayer d'améliorer les choses. Et on le fait pourquoi? Pour être à la pointe technologiquement, les derniers outils. Et aussi pour adapter les outils qui existent à nos questions d'écologie précises. Parce qu'il peut y avoir des choses en routine, mais non, pour ma recherche, c'est pas ça. Ça, quand on regarde de la littérature scientifique, c'est souvent développé avec cette orientation des outils. Après, on peut avoir des instances publiques, le ministère de l'Environnement, en France, là je vais présenter la partie OFB, qui eux vont dire c'est bien, mais moi je veux les protocoles les plus opérationnels. Peut-être que le truc qui marche le mieux en science, je ne serais pas capable de le déployer à très large échelle. Donc dans ce qui existe, je ne vais peut-être pas aller prendre tout de suite le plus performant, parce que de toute façon je ne pourrais jamais le déployer en routine ou à large échelle. Donc eux ils sont là avec cette question-là de dire dans tout ce qui existe, montrez-moi l'opérationnalité. Borner les avantages et limites dans un contexte de gestion sur des cas d'études très diversifiés, des cours d'eau différents, des lacs différents, sur les systèmes lacustres. L'opérationnalité à large échelle et surtout, moi, mon entrée, c'est pas forcément une question scientifique d'écologie générale, mais plus une entrée de gestion. Donc c'est des moments, c'est des sujets qui se chevauchent, mais qui quand même ont des entrées très différentes. Et après, quand vous discutez avec les structures de gestion, alors des fédérations de pêche, des parcs naturels, des conservatoires d'espaces naturels, alors eux, ils s'en foutent en fait de toutes ces considérations-là. Eux, ce qu'ils aimeraient déjà, c'est un compte-rendu de qu'est-ce qui existe, est-ce que ça marche? Parce que moi, gestionnaire, ce que j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que je suis capable de faire un diagnostic en aveugle pour détecter cette espèce sur mes stations, sur mon bassin versant? Oui, non. Après, de comment ça marche, le détail, de est-ce que c'est la meilleure ou pas, ça c'est, on va dire, c'est pas leur popote. Est-ce qu'on peut faire le suivi d'une population connue? Parce que l'idée, c'est de moins aller sur les cours d'eau pour ne pas introduire la peste et flinguer les dernières populations de pattes blanches qui existent. Donc il y a cette entrée-là. Est-ce que si demain j'ai un programme de réintroduction de l'écrevisse à pattes blanches, parce que j'ai restauré des habitats sur un cours d'eau, est-ce que c'est un outil qui permettrait d'évaluer une efficacité de restauration, c'est-à-dire la réintroduction de l'espèce, est-ce qu'elle se maintient, est-ce qu'elle se propage, et est-ce que la population augmente? Et surtout, évaluer si, quand je réintroduis l'espèce, est-ce que j'ai de la peste ou pas, avant de déclencher mon action de réintroduction? Parce que si je détecte encore la peste dans l'environnement, je bloque le processus de réintroduction d'espèces, ça sert à rien. Donc vous voyez qu'il y a 3 angles différents, et moi, mon taf, grosso modo, c'est là où j'ai ma compétence. Et avec Cimabio, c'est souvent là où on se retrouve. C'est-à-dire que moi, j'ai une entrée d'écologie microbienne, par contre, j'ai une entrée techno, méthodo, qui permettent d'essayer de compiler ces différents trucs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, c'est la fusion de ça qui a permis de créer le projet, de dire, j'ai beaucoup de requêtes de gestionnaires, je sais à l'OFB quelles sont vos attentes. Dans la littérature, on peut faire le tri de ce qui a été développé de la recherche et on fait un projet pour voir si on peut répondre à tous ces besoins en même temps avec l'existant. Et vous voyez que sur les structures de gestion, il y en avait à peu près 250 qu'on avait contactés, sollicités pour leur dire on va faire ça sur l'écrevisse à pattes blanches. On vous prévient à l'avance, déclarez-vous si ça vous intéresse la thématique. Donc les 93 fédérations de pêche, 24 conservatoires d'espaces naturels en métropole, ainsi de suite. Juste pour leur dire, on va travailler là-dessus, si ça vous intéresse, on vous donnera les infos. Il y a eu un fort appui côté EFB, la DRAS via Nicolas Poulet, mais il y a eu un très très fort soutien des directions régionales et de certains services départementaux. Là j'ai listé les 4 départements qui se sont beaucoup investis sur le terrain. Et après avec Frédéric Grandjean qui lui pour le coup est vraiment spécialisé dans l'écologie de l'écrevisse au sens très large, c'est sa thématique de recherche. Du coup on a une complémentarité comme ça, méthodo, écologie générale et vision de gestion opérationnelle large échelle. Alors le projet, on l'a appelé Crayon, ne me posez pas la question pourquoi, il ne faut pas chercher. Par contre, comme tout projet, on a un planning donc qui va de 2023-2025. Les premières étapes, déjà sur l'année dernière, c'était de dire on va optimiser. Donc la synthèse bibliographique, c'est le travail de Thomas, une partie de la revue que je vous ai présentée qui est en cours de publication. Est-ce qu'il faut développer des primers où l'existant est suffisant? Donc il faut tester l'existant. En fonction des résultats, on va peut-être réoptimiser des primers adaptés en métropole. Et valider des protocoles pour tout, de terrain, de laboratoire, pour pouvoir les communiquer, les diffuser et dire ah oui, ça marche bien, ça marche pas bien. Bon. L'idée, c'est pas d'avoir la solution optimale, mais de dire est-ce qu'on y arriverait ou pas. Vous voyez qu'on a des phases de terrain, de labo, des échantillons environnementaux, eau et biofilm.
On a des mocs parce qu'on a accès à des tissus extraits d'individus de différentes espèces d'écrevisses qu'on retrouve en métropole, donc ça nous permet de jouer au laboratoire. Et après, on déploie, en comparaison méthodologique, en suivi spécifique, la digital PCR et la qPCR, et en plus du séquençage. L'idée, c'est de voir ces trois technos. Est-ce qu'elles enseignent la même chose? Est-ce qu'il y en a des plus pertinentes que d'autres pour certaines questions ou pas? Pour à la fin, conseiller aussi de dire, si toi, ta question, c'est faire un diagnostic en aveugle, pars plutôt sur ces technos. Ah non, tu veux faire un suivi d'une population et voir comment elle évolue dans le temps? Bon, ok, là, tu peux tout utiliser. Donc l'idée, c'est aussi de faire du conseil aux gestionnaires par rapport à leurs futurs besoins et appels d'offres de marché. Fin d'année dernière, on avait des sites pilotes distribués sur la métropole, c'est-à-dire qu'on stabilisait déjà des protocoles de terrain à communiquer aux structures de gestion. Donc là, l'idée, c'était tout déployer dans une première campagne de terrain. Donc on avait estimé qu'il fallait 30 échantillons pour, répartis sur la France pour voir est-ce que ça marche ou pas, c'était léger. Pour que cette année, 2024, là on trie un peu déjà sur ces premiers résultats, quel techno, ça sert à rien, pas la peine de le refaire cette année, non ça faut insister, on met plus d'énergie cette année, et déployer sur un plus grand nombre de stations, donc on avait estimé qu'il nous fallait 100 prélèvements cette année. Je vais vous présenter rapidement, alors parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais qu'en interne, ça intéressait beaucoup de monde, le travail de Flavie, notamment en deuxième année, sur la stabilisation, par exemple, de quelle solution de préservation utiliser sur nos filtres sur le terrain, quel type de filtre, quelle température de préservation. Parce que nous, après, quand on a envoyé des kits pour faire les terrains en structure qui faisaient les terrains, il fallait bien qu'on ait stabilisé ça à l'avance, donc ça faisait partie de la première phase de travail. Donc là, c'est la présentation de Flavie qu'elle a fait à la fin de sa deuxième année. L'idée, c'était, il y a trois types de filtres qui sont utilisés en routine, des filtres ouverts, des filtres encapsulés avec différents volumes. Là, vous avez les Sterivex, vous voyez les volumes théoriques maximum qu'on est capable de filtrer quand on fait un prélèvement d'eau, et des formats lourds, où on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de litres, donc là, c'est des cartouches Watera. Et vous voyez le volume d'élution, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la filtration, qu'est-ce qu'on ajoute dans le filtre pour préserver le filtre, pour éviter de la dégradation d'ADN quand on n'est pas en capacité d'extraire l'ADN en laboratoire tout de suite. Alors là, vous avez les types de filtres, et là vous voyez les différentes durées de préservation qu'on a testées. Extraire directement, c'est-à-dire pas de solution de préservation, congélation directe des filtres, et on extrait. Pour nous, c'est la méthode qui permet d'avoir le moins de pertes, donc en théorie, le contrôle qui marche le mieux. Sauf que sur le terrain, quand vous demandez à un conservateur d'espace naturel, à un parc ou une association de faire une manip pour vous, il n'a pas un moins 20 degrés. Il n'a pas une heure de route entre le terrain et le labo pour faire la filtration. Donc il y a un compromis déjà de base à dire, tant pis, on ne pourra pas faire ce qui est parfait en science. Il faut leur donner des outils où combien de temps ils peuvent préserver quelque chose et à quelle température. Là, c'est pas indiqué, mais on a testé des températures. Et trois types de solutions de préservation. Filtration avec des cartouches Watera, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le matos en interne. Je sais que Marine et Jonas ont déjà utilisé. Et voilà, ça correspond à des pompes comme ça, avec le filtre ici, puis on trempe directement, alors soit dans le lac, soit dans le cours d'eau. Donc là, l'avantage, c'est que c'est automatisé, il y a une pompe et on peut suivre le volume filtré grâce à un débitmètre. Sur les filtrations filtre ouvert à Sterilex, là on a ramené les échantillons d'eau au laboratoire et c'était sur rampe, donc ça c'est la méthode conventionnelle qui est utilisée en interne. Et on avait 2 réplicas par type de filtre et par condition, pas plus, parce que en fait on a tellement de conditions qu'on s'est retrouvé à des centaines de litres d'eau filtrée et que c'était très compliqué de faire plus humainement et techniquement. Donc c'est un peu la limite de l'étude. Donc si on zoome, là vous avez les Sterilex et les filtres ouverts qui sont sur des supports cachés ici et on fait passer notre eau du terrain sur les filtres. Rapidement, si vous regardez les filtres ouverts, par exemple à gauche en haut, 0 c'est jour 0, temporalité 1 c'est après 2 semaines, temporalité 2 c'est après 3 semaines de préservation, temporalité 3 c'est 1 mois de préservation. Vous avez 2 types de solutions de préservation, la MC1 et le tampon de préservation qui est utilisé en routine, enfin qui était utilisé en routine en interne en cartel, et 2 modalités de température. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que par rapport à la quantité maximale théorique qu'on peut obtenir si on fait la filtration en direct après le terrain, direct après 2 semaines, peu importe la condition, on a une perte d'ADN, donc ça c'est pas nouveau. Si on prend le filtre ouvert, tampon de préservation, on voit qu'à 4 degrés en bleu ici,
on a une perte rapide, mais après ça se tend à stabiliser avant vraiment de décroître. Et à température ambiante, là c'était surprenant, on avait une augmentation d'ADN, en théorie, dans le temps, dans le tube. Température ambiante, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu développement bactérien dans la solution. Donc ça rajoute de l'ADN artificiellement, et potentiellement notre ADN qui était environnemental s'est fait boulotter par les bactéries. Donc on augmente la quantité d'ADN artificiellement, la quantité d'ADN de notre cible, potentiellement elle disparaît. Donc ça, on n'a pas eu le temps de le tester en suivi spécifique. Filtre ouvert, sur la solution tampon de préservation. Non, pardon, j'ai inversé les deux. Tampon de préservation, c'était en haut, là où il y a potentiellement un développement bactérien dans le temps. Solution MC1, elle est en bas, et on voit qu'elle, c'est une solution avec beaucoup de produits chimiques, potentiellement qui inhibe un développement bactérien. Ce qui fait que pour les deux conditions de température, il n'y a pas trop d'écart. Sterivex, les deux types de solutions et les deux temporalités, là on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait quasiment pas de différence. Peu importe la solution ou la température, ça avait l'air d'être plutôt stable, en tout cas en quantité d'ADN extrait. Et les cartouches Watera en bas, pareil, c'est plutôt stable en fonction des conditions, mais les quantités obtenues par rapport à filtre ouvert et Sterivex sont beaucoup plus basses. Et ça vient du fait que dans ces cartouches-là, on met un gros volume d'élution. Donc on filtre beaucoup, mais on élue beaucoup. Donc artificiellement, on diminue notre quantité d'ADN. On a tendance à trop l'éluer, à trop la diluer. En tout cas, techniquement, nous, on n'a pas été capable d'optimiser ça. Donc ça fait partie des travaux d'optimisation sur ces grosses cartouches, sur ces gros filtres. Parce qu'il y a quand même un intérêt. Un intérêt à travailler sur des gros volumes, sur des contextes environnementaux. Si on regarde, c'est bien la quantité d'ADN, mais dans cet ADN, est-ce qu'il y a notre cible ou pas? Est-ce qu'on a perte de signal au cours du temps en fonction des solutions? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans nos solutions de préservation, on a intégré un ADN contrôle, un ADN de baleine, artificiellement, nous, au laboratoire. Ça veut dire qu'on sait en quelle quantité on l'a amené au début. Donc un mois plus tard, si la quantité n'a pas bougé, c'est qu'en théorie, il n'y a pas eu trop de phénomènes de dégradation sur cet ADN court qui simule un ADN environnemental. Donc vous voyez là, sur Sterivex, à 20 degrés, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il n'y a eu quasi pas de dégradation. À 4 degrés, pas plus de différence. Après, on a les données quantitatives. Là, c'est des données de résultats de PCR, de DDPCR, pour ceux que ça parle. Par contre, si on regarde le tampon de préservation, par rapport à la quantité, qui est la même en théorie sur les deux, déjà au bout de 2 semaines, on avait quasiment perdu les 80% de l'ADN en dégradation. Pourtant, en quantité d'ADN totale, on ne percevait pas ça. Donc c'est toujours important d'avoir les deux regards sur quantité d'ADN plus ma cible, comment elle s'est dégradée. Et vous voyez que plus on avance dans le temps, et moins on a de détection en fait, de ce contrôle. Ça marche mieux quand on travaille à 4 degrés. Et de toute façon, cette solution, elle n'avait pas forcément été préfléchée pour travailler à température ambiante. Il faut garder ça aussi, on est en train de détourner l'usage originel de ces solutions. En tout cas, nous, on veut travailler à 4 degrés, 20 degrés, on sait que cette solution n'est pas adaptée. Donc on n'est pas parti sur cette solution-là. Si on regarde sur filtre ouvert, solution MC1, 2 modalités de température, c'est très stable. Et on s'aperçoit que sur filtre ouvert, alors il y a une perte, il y a de la dégradation, mais elle est moins importante que ce qu'on a observé en dégradation sur les Sterivex. Donc ça, on n'a pas eu le temps de décortiquer toutes les données, d'expliquer les théories là-dessus. Ce qui compte, c'est qu'en gros, nous, pour nos besoins, on s'est aperçu que la solution MC1 semblait plus adaptée à travailler à des températures ambiantes, 4 degrés. Donc ça va. Dégradation au cours du temps, on s'aperçoit qu'avec ce contexte MC1 à 4 degrés, 20 degrés, on peut au moins recommander aux gens qui font les terrains de, pendant un mois, en théorie, pas trop d'urgence à nous renvoyer pour faire une extraction. Donc ça laisse un peu de souplesse aux gens qui font le terrain pour nous renvoyer les échantillons. Mais par contre, le tri entre filtre ouvert et Sterivex, il n'est toujours pas net. Et par nature, moi je sais que les filtres ouverts, c'est plus performant parce que c'est pas encapsulé, on arrive mieux à récupérer l'ADN total. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la quantité d'ADN, elle est plus facile à récupérer. Par contre, pour du terrain de l'opérationnel, d'avoir un filtre encapsulé, ça évite que le manipulateur vienne contaminer artificiellement. Et quand on passe par des structures ou des personnes qui ne sont pas formées, qui n'ont pas les réflexes, une fédération de pêche qui a fait le matin des pêches écrevisses, invasives ou pas, sur des bassines, potentiellement il y a de l'ADN un peu partout contaminant. Donc c'est très bien d'avoir ces solutions encapsulées pour limiter ce biais-là. D'un point de vue chiffré, on va faire simple, ça veut dire que là vous avez le nombre de copies de gènes par microlitre
d'ADN obtenu pour la baleine et dans un contexte d'étude pour l'écrevisse signal. Et on s'est aperçu que sur tampon de préservation MC1, Sterivex filtre ouvert, la meilleure modalité c'était quand même Sterivex. Et le choix sur la température reste assez négligeable au final. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il peut aussi bien travailler à 20 degrés qu'à 4 degrés, ça n'a pas l'air d'avoir un impact si important que ça. La limite là, de ce travail, c'est les nombres de réplicas pour bien cerner les variabilités. Là, il y a les 2 réplicas. Mais il en faudrait bien 3 à 4 pour évaluer vraiment si statistiquement ces différences-là. Par contre, quand on voit qu'on a 50 et qu'on a 500, il n'y a pas besoin de plus en fait, il n'y a pas besoin de stats pour voir ça. On recommande 28 jours, on n'a pas testé plus, ça se trouve on pourrait très bien dire aux gens vous avez 2 mois, mais on n'a pas testé donc on le recommande pas. La dernière section, je vais vous présenter les résultats préliminaires qu'on a eus sur la campagne de terrain 2023. Donc là c'était la définition de ce qu'on envoyait aux gens pour nous faire la campagne sur le terrain. Donc on avait une quinzaine, une vingtaine de sites d'études en France. Donc là, vous avez le nom des cours d'eau, enfin en tout cas des cours d'eau principaux sur les bassins versants étudiés, et les structures, OFB, syndicats, parcs naturels régionaux, qui se sont occupés des prélèvements de terrain et qui étaient partenaires scientifiques, techniques et financiers du projet. On n'a pas été très souple avec eux, c'est-à-dire qu'on leur a dit, là pour cette première année, et puis même pour la deuxième, on va travailler sur des contextes connus de présence de pattes blanches. Parce que là, c'est de la calibration quand même un petit peu, ça marche potentiellement. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'avoir des sites où on sait qu'il y a des populations présentes, déjà étudiées et connues récemment, et de faire des designs spatiaux, de dire, on se met en limite aval connue de présence de la population, là où le signal ADN en théorie est le plus fort, et on fait des prélèvements à l'aval, 500 mètres, 2 km. Ça, c'est une deuxième information pour un gestionnaire, de dire j'ai présence-absence. Ah oui, mais mon signal, potentiellement, il a dérivé de 500 mètres, 2000 mètres depuis l'amont vers l'aval. Quand je ne détecte rien, ça veut potentiellement juste dire monte 2 km au-dessus. Parce que là où je fais le prélèvement, de toute façon, je ne peux pas t'informer sur une plus grande distance sur ton bassin versant. Ou si on détecte quelque chose, ça ne veut pas dire que la population est là, mais potentiellement il y a une population importante plus haut et on détecte une dérive du signal sur le cours d'eau. 3 réplicas de terrain sur des filtres, sur des filtrations d'eau, donc des Sterivex. Un prélèvement de biofilm en parallèle pour voir si on détecte sur une matrice comme le biofilm un signal ADN libre qui aurait pu se stocker, s'archiver. Donc ça c'est le travail de Fred qui avait été proposé pendant la thèse de Cynthiana. Donc là on voit si ça a un intérêt pour ces contextes-là de travail. Et après il y avait tout un volet sur certaines mesures physico-chimiques, des suivis de terrain. Donc je vais juste vous présenter la DDPCR sur 5 cibles. Mais il y a de la QPCR et du métabarcoding qui sont prévus cette année sur les données de l'année dernière. Voilà un kit qu'on leur envoie, tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a encore de l'optimisation et de l'évolution pour essayer de l'alléger, pour qu'ils aient le moins de manipulation, le moins de consommables, le moins de choses à prendre en compte pour que ce soit le plus rapide et surtout qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Pour ceux qui m'ont vu au labo cet été, c'est pour ça que j'ai mobilisé la salle Anaé pendant une semaine, pour préparer tous les kits de toutes les structures en France à leur envoyer pour qu'ils fassent les terrains. Donc ça prend un peu de temps en logistique. Le type de résultat qu'on a, c'est qu'on avait 24 d'études avec ces 3 prélèvements d'eau, ces 3 réplicas de terrain. On a fait l'extraction avec Nucleomag Water, donc c'est un kit Maschera-Nagel sur un automate qu'on a ici en interne. On a fait 5 cibles en DDPCR parce qu'elles nous permettent, la technologie qu'on a, de co-détecter jusqu'à 5 à 6 signaux en parallèle. Donc même si l'entrée c'était écrevisse à pattes blanches, peste de l'écrevisse, on a quand même intégré la co-détection des 3 espèces invasives potentielles, donc l'écrevisse signal, la clarkie et puis l'imosus. Et vous voyez un peu le type de résultat environnemental qu'on a en détection des DPCR. Donc, ça c'est un contrôle positif de tissu sur l'écrevisse à pattes blanches. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'événements positifs en détection. Par contre, quand on détecte l'écrevisse signal ou la clarkie, on vérifie qu'il n'y a pas de faux positifs entre les différents marqueurs qu'on utilise. Et après, ce que vous voyez, les 4 autres exemples ici, c'est le type de signal environnemental quand on a des faibles populations. Donc là, typiquement, on n'a pas détecté d'écrevisse à pattes blanches sur ces 4 échantillons. Par contre, il y a l'écrevisse signal, et potentiellement, il y a même co-détection de la clarkie et de la signal avec des densités de détection différentes. En cartographie, je vous présente 3, alors pas toutes,
les 20 sites d'études, mais voilà un exemple. Je vais vous présenter des cas d'école et des cas qui ne marchent pas. Comme ça, vous verrez la réalité de ce qu'on a. Ça marche bien. C'est-à-dire que le bassin versant, l'amont est ici, et le sens d'écoulement de l'eau va vers le haut. Donc, on a placé des stations en tête de bassin, là où il y a la population connue, et on s'aperçoit qu'en fait, on la détecte très bien. Donc, la détection bleue, turquoise, c'est l'écrevisse à pattes blanches. On détecte que elle, le long du linéaire, et puis à un moment donné, on ne détecte plus. On est en limite de distribution de l'espèce, et surtout, on est en limite de diffusion et de dilution de notre signal ADN. Donc, on peut estimer une distance théorique à partir duquel on n'arrive plus à détecter sur ces typologies de cours d'eau. Donc, le syndicat, il sait typiquement que sur ce cours d'eau, si demain, il veut extrapoler à d'autres cours d'eau, c'est maximum 1 km, 1,5 km d'accumulation de détection sur une station. Donc ces distances spatiales par rapport à une source d'émission ADN, c'est aussi une entrée qu'on a. Ça marche bien, mais on a des surprises. Cette fois, c'est l'inverse. L'écoulement, c'est du haut vers le bas. Donc la population de pattes blanches, elle est sur la partie haute du linéaire, on la détecte très bien, puis on perd le signal, et on s'aperçoit qu'en aval, on se met à détecter, dans ce cas-là, l'écrevisse signal, une invasive. Et c'est souvent ces profils-là quand on étudie l'écrevisse, c'est-à-dire qu'on a des populations relictuelles qui sont en tête de bassin sur des chevelus, et puis il y a des fronts de colonisation d'invasives. Et en fait, de fait d'avoir ces distributions spatiales, ça permet de savoir jusqu'où on détecte la patte blanche, vers l'aval, mais aussi potentiellement de savoir jusqu'où remonte une invasive. Si on fait du temporel, on peut voir comment spatialement évoluent ces signaux et dire ah bah ouais, faites gaffe, là c'est encore en train de monter, ou ça se trouve, ça fait 10 ans que ça n'a pas bougé. On détecte en rouge, cerclé de rouge, c'est la peste. Le marqueur qu'on utilise, on sait qu'il fait des faux positifs, c'est-à-dire que dès qu'on travaille sur du micro-organisme et du champignon, à Phanomyces astaci, il y a plusieurs souches qui existent déjà. Est-ce qu'on est capable de détecter avec ces marqueurs-là correctement toutes les souches? Et il y a d'autres Aphanomyces environnementaux, qui ne sont pas pathogènes, mais notre marqueur peut réagir à ça. Donc pour ce marqueur-là, c'est pour ça qu'il est en pointillé, c'est une suspicion. On ne fera jamais de conclusion directe de dire on est sûr, ça y est. Alors, pas de bol et bol en même temps, il y a des nouveaux marqueurs qui sont sortis début de cette année, qui ont résolu une partie de la spécificité des marqueurs qu'on a utilisés l'année dernière. Donc le collègue, Frédéric Grandjean, il part directement sur ces nouveaux marqueurs, ça ne sert à rien d'utiliser les anciens. Et ça permet aussi de montrer aux gens qu'il y a des évolutions très rapides sur les méthodes. Donc là, c'est peut-être tout à fait normal qu'on co-détecte l'agent de la peste et la patte blanche en même temps, parce que ça se trouve, ce n'est pas un Aphanomyces pathogène, et c'est là où il y a besoin de toute la connaissance de terrain naturaliste, de est-ce qu'il y a de la mortalité observée ou pas, voilà, il y a un échange après en local. Et celui que j'aime bien, il ne se passe rien. Et ça arrive régulièrement, c'est-à-dire qu'on sait qu'ici, en tête de bassin, il y a une population d'écrevisses à pattes blanches. On ne la détecte pas en ADN. Ça fait partie de la réalité de déployer un outil qui a peut-être été développé dans une région, dans un pays, et l'extrapoler à un autre contexte géographique. La chimie de l'eau change, la géologie du milieu change. Ça se trouve, on a une souche, une population qui a une variation génétique qui n'a pas été anticipée à la construction des amorces, donc on peut y passer à côté. Ce cas-là, quand on l'a regardé, très clairement, c'est plutôt un contexte chimique et géologique local. C'est-à-dire qu'il y a peu de matière organique en suspension, peu de matière minérale en suspension, donc l'ADN a tendance à s'absorber dessus pour dériver, et c'est grâce à ça qu'on arrive à le collecter facilement, donc là il n'y a pas ça. Il y a de la calcite au fond des cours d'eau, et ça, pour ceux qui font un peu de biomol, ça arrive régulièrement que la calcite, juste à l'extraction, ça rend nos tubes effervescents, parce que la chimie du milieu réagit avec la chimie de nos outils, et ça peut avoir un impact sur notre capacité à détecter. Donc là, il y a tout un travail de discussion et d'optimisation méthodologique parce qu'ils ont un contexte local qui fait que ce n'est pas facilement extrapolable, l'outil. Dernier cas d'étude qui n'a rien à voir avec le projet principal mais qui est toujours sur l'écrevisse, un parc qui m'avait mandaté pour faire un diagnostic sur son bassin versant en aveugle, de dire voilà, j'ai une vingtaine de stations, trentaine de stations, j'aimerais savoir si j'ai l'écrevisse à pattes blanches détectable dessus. Ça, c'est ce pourquoi il m'avait demandé de faire l'étude. Il n'y a rien. Bon, du coup, c'est ça l'avantage d'être à la frontière en fait avec de la recherche et de la science, c'est que, ok, on lui a dit, tu nous as demandé de faire ça, on va te faire la co-détection d'espèces invasives. Du coup, là, si on ne détecte rien, c'est pas un problème méthodologique, et la personne n'était pas au courant. Ils savaient qu'ils avaient de la clarkie et de la signal dans leur bassin versant, par contre, ils n'avaient pas anticipé cette propagation.
Et potentiellement, s'il y avait des populations de pattes blanches avant, bah, elles se sont fait flinguer. Donc en fait, de plus en plus aussi, on fait de la recommandation de dire, tu veux regarder l'écrevisse à pattes blanches, bah, essaye quand même de regarder un cortège d'espèces qui peuvent aussi te donner des explications pour toi, gestionnaire, de pourquoi on détecte. Ça peut être la méthode, ce qu'on a vu avant, et ça peut être aussi très facilement décortiqué. Là, c'est un contexte écologique, biologique. Je m'arrêterai là. Je remercie du coup l'ensemble des partenaires. Alors là, je n'ai listé que les partenaires